Salut, ça va ou quoi? Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène avec moi découvrir les secrets et les coulisses de Cannes. Il y a un mois, je suis partie à Cannes. Oui, bon bah ça va, le montage dynamique, on a compris qu'on allait à Cannes. Est-ce que je peux finir de présenter ma vidéo? Parce que là, il n'y a même pas d'introduction. Désolée, hein, mais vraiment, c'est super anxiogène quand tu fais ça. Tu m'interromps, là. Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, si! Je te déteste. Ok, depuis que j'ai 10 ans, je regarde religieusement le Festival de Cannes à la télé. Alors qu'en soit le cinéma, quand j'avais 10 ans, j'en avais rien à foutre. Rien de rien. Je regardais en boucle Disney Channel en chantant sur du Hannah Montana. Clairement, j'avais d'autres priorités dans la vie. Et pourtant, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ressenti un truc spécial quand je suivais la montée des marches. Un peu pour les flashs et les paillettes, c'est sûr, mais surtout parce que ça avait l'air d'être un événement hors du temps. Oh la vache, si j'avais su avant. J'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de respirer, j'ai juste le temps de faire une asphyxie. Cannes, c'est genre le vortex du temps. Tu rentres à 9h, tu repars à 9h, mais le lendemain matin, mon gars. Bref, parce que c'est vrai, c'est le big événement cinéphile de l'année. Celui pour lequel, si t'as la chance d'y aller, te fera faire un tableau sous Excel tellement tu veux rien rater et qui pourtant sera réduit à néant en même pas une journée. En gros, au début dans ta tête, t'es plus carré que le planning fourni, mais à la fin, entre les séances, le protocole, les conférences, les rendez-vous, les rencontres, les soirées, eh ben, il y a tellement de choses importantes à gérer que ton cerveau part en fumée. Donc imaginez les gens qui doivent organiser tout ce ramdam, comment c'est compliqué, et justement on va pouvoir faire plus que se l'imaginer parce que grâce au CNC, j'ai pu découvrir les coulisses du festival et les petits secrets d'organisation. C'est parti! Ah oui, on va pas pouvoir parler de tout, rapport au fait que sinon la vidéo durait 7 heures et que je décéderais. Et vu que la mort c'est un peu dommage, du coup, voilà. Ok, c'est parti! Ouh. Oh purée. Donc ouais, le festival c'est vraiment tout un truc. En 2019 c'était plus de 40 000 accrédités, des gens qui viennent du monde entier pour y participer avec 170 pays représentés. Je pense que pour bien vous expliquer les choses, il faut déjà que je vous explique pourquoi Cannes. Pourquoi cette localisation déjà, et puis pourquoi le festival de Cannes? Pour l'argent! Ok, pardon, mais c'est un peu vrai. En fait, tout commence à Venise en 1895 où se tenait la Biennale d'art. Autant vous dire que c'était pas un événement où on pouvait venir en claquettes chaussettes. En 1932, la Biennale ajoute le cinéma au programme. Ce qui est juste ouf parce qu'à l'époque, le cinéma était encore considéré comme un divertissement populaire. Pas un art à part entière. Bref, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografico, mon accent met du soleil dans vos vies, naît là-bas et existe encore d'ailleurs. Ça semble hyper prestigieux dit comme ça, mais en vrai, pas tant. Parce qu'avant de penser purement à l'amour de la péloche, on pense surtout à l'argent que ça peut générer à Venise. Un des principaux mécènes du festival de Venise, c'est le comte Giuseppe Volpi di Misurata. Et mis à part avoir un nom bien trop long, ce monsieur possédait surtout beaucoup d'hôtels de luxe à Venise, dont 2 palaces sur l'île Lido. L'argent! Ok, j'arrête, pardon. Sauf qu'avec la crise des années 30, disons que le tourisme de luxe, c'était pas vraiment la priorité des gens, quoi. Donc c'est vrai qu'un petit festival de cinéma pour amener l'élite de la bourgeoisie dans les hôtels, c'est pas cher payé. Mais ce qui va permettre au festival de se délocaliser à Cannes, c'est surtout le fascisme! Je trouve que depuis tout à l'heure, on est sur des bonnes valeurs. Je sais pas ce que vous en pensez. En août 1938, c'est l'Italie sous Mussolini. Donc c'est chaud. Et dites-vous que le festival a quand même lieu avec tous les représentants de tous les pays dans la même pièce. L'événement qui va tout changer, c'est la remise du Grand Prix, qui, comme de par hasard, va être remis à ex-aequo avec un film réalisé par le fils de Mussolini. Intéressant. Et à l'idiot du stade de Leni Riefenstahl. Fasciste. Qui en plus réglementairement ne peut pas être dans la sélection car c'est un documentaire. Donc autant vous dire que pour toute l'assemblée c'est la goutte de sueur qui coule très probablement du front de Giuseppe qui fait déborder le vase. Et pour nous petits français c'est l'opportunité de l'année. C'est ainsi que Philippe Erlanger, directeur de l'Association française d'action culturelle, décide de créer un festival où accessoirement il n'y aurait pas de nazis dans la sélection. Plusieurs villes sont envisagées mais les 2 finalistes restent Biarritz et Cannes. Biarritz remporte la mise jusqu'à ce que toute l'hôtellerie de luxe cannoise débarque avec un argument de poids. L'argent! Subit une petite tête de la ville de Cannes pour le comité d'organisation. Et donc, au dernier moment, le festival devient celui de Cannes. Mais il dure qu'une journée, miskin, parce que le lendemain, en fait, c'était le début de la guerre.
Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle, purée. Là, ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, dans ma tête, il y a tout qui tourne, et il faudra attendre 1946 pour avoir la première vraie édition du festival. Qui ressemblait plus à un festival d'amateurs d'ailleurs, dites-vous qu'il y avait même pas de palais ou de salle de proche, ça se passait dans un vieux casino. Puis il faudra attendre 1949 pour avoir le premier palais des festivals, et puis encore bien plus tard, en 1983, pour en avoir la version qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'on va pouvoir visiter un petit peu dans cette vidéo. Commençons par ces 24 marches sous ce tapis rouge, qui est un peu la base de la base, j'ai envie de vous dire, pour entrer dans le palais. Comment on y accède? Numéro 1, avoir un billet. Donc soit être à l'affût tel un ninja sur le site du festival, ou bien prier pour un miracle. Mes prières ont été exaucées 3 fois par le CNC. Merci à eux. Où on se fait contrôler à l'entrée sur le dress code, j'y reviendrai un peu plus tard, et ce qu'on a dans les poches. Mais ce qui est vraiment intéressant sur le tapis, ce sont ceux qui le font exister comme un moment unique, à savoir les photographes. Bah oui, parce que qui dit pas de photographe dit pas de robe, pas de bijoux, pas de prestige, pas d'intérêt à se montrer sur les marches, et surtout... pas de palais. Ça redevient ce que c'est, à savoir un escalier coloré dont la moquette sera recyclée en tapis de voiture. Ha! Vous le saviez pas, ça? Bah moi non plus. Avant de faire les recherches et tout, j'étais pas du tout au courant, je sais pas pourquoi je fais la maline avec ça. Tout comme le fait que chaque photographe ait un numéro attribué et que le placement soit pas si libre que ça. Mais ça, Eric, qui est photographe au festival depuis des années, va mieux vous l'expliquer que moi. Je sais que le positionnement des photographes en fait se fait en fonction des parutions qu'ils ont dans la presse tout au long de l'année sur les photos qu'ils ont prises sur les marches. Si une année tu vends plein de photos et que tu parais dans plein de magazines un peu partout, ça va t'assurer une bonne place, parce qu'en fait il y a des bonnes et des mauvaises places sur les marches. Mais évidemment, comme tu as pu le constater, on est très nombreux. Donc voilà, en fait ça dépend vraiment de la publication, et ensuite on a chacun un numéro qui nous est attribué, donc qui se trouve sur notre surbadge des marches. Et ce même numéro se retrouve dans un petit rond au sol, le long des marches, et on doit se trouver là. C'est la place à laquelle on doit rester lors des montées des marches pour faire les photos. Mais grosso modo, aujourd'hui, si tu fais pas partie d'une grosse agence, si tu t'appelles pas Getty ou AP ou ce genre de choses, c'est assez compliqué d'avoir des bonnes places, puisque c'est eux qui font toutes les publications, il n'y a pas de secret. Tout ce que tu vois dans tous les magazines, les galas, les Paris Match et autres, ils sont abreuvés d'images par toutes ces agences, et ces places-là sont chères. Donc on retourne sur le même point. Intéressant. Donc oui, effectivement, pour l'argent, mais surtout pour la hiérarchie qui va avec. Bon, on rentre dans ce grand théâtre lumière parce qu'on est un peu là pour voir des films quand même. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça s'appelle le théâtre lumière, alors que vraiment, genre, c'est un cinéma. C'est pas un théâtre, genre. Ah, wait. La salle lumière, qui n'est pas une salle de cinéma durant l'année, et que nous construisons, nous mettons en place chaque année. Et donc c'est comme si on construisait en 2 semaines, avant chaque édition du festival, le plus grand multiplex du monde, pour passer 1 fois, 2 fois, un nombre incroyable de films. Voilà, qui sont des films qui viennent du monde entier. Et donc c'est pour ça que nous avons mis en place un process très rigoureux de vérification. Normalement, ce process commence, je dis bien normalement, 72 heures avant la projection. Donc on a un rétro-planning à moins 72, où la livraison est censée arriver 72 heures avant la projection. Et nous avons des vérifications qui permettent de s'assurer avec le distributeur, les distributeurs techniques, que nous avons la bonne version. Et enfin, in fine, au cours de tout ce process logistique, matériel, logiciel que nous avons mis en place avec les partenaires, in fine, nous avons les répétitions, qui sont donc la dernière vérification ultime, qui est en général la veille de la projection officielle du film, et qui se fait la nuit entre la fin de la dernière projection et avant le début de la première de la journée suivante, donc entre 2h et 6h du matin. Nous recevons les équipes artistiques et nous avons un créneau de l'ordre de 45 minutes, 1 heure, avec l'équipe artistique, permettant de vérifier les moments clés dans le film que l'équipe artistique souhaite tester, pour s'assurer que les réglages, les micro-réglages de la fin sont parfaits. Autant vous dire que j'aurais offert beaucoup de champagne à beaucoup de monde pour assister à une répétition. Et que je prie secrètement pour que le CNC me réinvite pour que je fasse une vidéo sur tout le process qui a l'air juste trop fascinant. En dernière question, j'ai demandé à Benjamin ce que le festival représentait pour lui. Et il m'a répondu... L'excellence artistique. Bah oui, évidemment, d'un point de vue technique, tu m'étonnes que tout doit être parfait quand tu donnes naissance à un film sur une scène internationale comme celle de Cannes. Wow! Tout est millimétré, c'est obligé. Le truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que ça s'applique à tous les autres aspects du festival. Et ça m'emmerde. Bon, je vous confirme qu'à titre personnel, c'était un peu irréel de pouvoir monter les marches pour aller voir un film.
je vais pas vous le cacher. Mais attention, phrase de privilégié, c'est un peu pénible, surtout quand on monte plusieurs fois les marches, vraiment c'est une phrase de privilégié, c'est terrible, de devoir être tout le temps sapé comme jamais, à savoir être en talons pour les filles et en costume pour les mecs. Et encore une fois, je comprends, il y a un standing, il y a un côté vitrine, perfection qui doit être gardé et conservé parce que c'est important pour le rayonnement du festival. Mais je dis juste qu'au bout d'un moment, j'aimerais prendre plus de temps pour voir le film que pour me préparer à pouvoir rentrer, pouvoir voir le film. Vous l'avez ou pas? Même si c'est vrai que c'est trop cool d'avoir le crew dans la même salle que toi, qui respire le même air que toi, qui regarde le même film qu'ils ont fait en même temps que toi. Les gars, j'ai respiré le même air que Wes Anderson. C'est quoi C'est là aussi où tu comprends que quand tu viens à Cannes, pour beaucoup de gens, ça signifie pas voir des films. Je ne dis pas que c'est pour la majorité des gens, ok? Mais pour beaucoup, ça signifie plus être là au bon moment avec les bonnes personnes, pour montrer que t'es là au bon moment avec les bonnes personnes. Sur le site internet de Cannes, il y a écrit noir sur blanc, c'est un cercle vertueux. Tant que le festival sera au sommet, tout le monde voudra être à Cannes. Je comprends totalement qu'il y a un standing parce que ça fait partie de leur réputation. Mais cette phrase... elle me turlupine. Déjà, elle montre que Cannes n'est pas qu'un festival, mais un événement. Un événement de rencontre, mais surtout pour certaines sphères. Et ça me fait chier de l'avouer parce qu'en vrai, j'aimerais que ça soit pas le cas. Mais d'un côté, je comprends pourquoi il y a une hiérarchie aussi. Pas parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont moins bien, pas du tout. Juste parce qu'en fait, ce sont des sphères qui ont des problématiques propres à leur sphère, des conversations propres à leur sphère et à leur milieu. N'entendez rien de péjoratif dans ma bouche, c'est juste un constat. C'est ce qui est le plus valorisé. Au vu des éléments qu'on a depuis tout à l'heure, de mon côté, la question se pose, est-ce que Cannes, ça rend vraiment le cinéma accessible? Le truc, c'est que même avant de partir avec le CNC, j'avais l'impression qu'il fallait un dico pour tout comprendre. Et rien que ça a été le déclencheur pour écrire la vidéo que vous êtes en train de voir. Et ça me saoule, parce que le cinéma, c'est censé appartenir à tout le monde. Pourquoi ce festival semble inaccessible? Même à des gens qui sont cinéphiles. Pourquoi? Est-ce que c'est moi, parce que c'est ma première édition, et peut-être je comprends pas tout, j'ai pas les codes, j'ai pas le mémo? Ou est-ce que c'est un sentiment qui est vachement plus général? Moi, je trouve que tout ça est trop fermé, que tout ça est très compliqué pour les gens qui n'y ont pas accès. C'est-à-dire que c'est vraiment réservé à des professionnels, à des cinéphiles avertis. C'est des barrières qui s'ajoutent au fil des ans pour que voilà, les projections soient réservées à une certaine population très privilégiée et très avertie de tout ce qui se passe déjà. Et pour des gens qui sont un peu éloignés de tout ça, moi, tous les gens avec qui je travaille dans les quartiers nous disent mais pour nous, le Festival de Cannes, c'est un enfer. Donc ils ne voient pas ça du tout d'un bon œil. Et c'est quelque chose qui leur paraît très très loin et qui de fait l'est. Et venant de quelqu'un qui s'occupe de la quinzaine en action, je vous avoue que ça me rassure un peu. Et ça, c'est le dispositif d'accès à la culture de la quinzaine. La quinzaine des réalisateurs a été créée en 68 et il y avait déjà cette envie, dès la création de la quinzaine, d'ouverture. C'est-à-dire que la quinzaine, c'est la seule section à être ouverte au public. C'est-à-dire que le public lambda peut acheter des places et venir voir les films de la quinzaine. Ça n'existe nulle part ailleurs au festival. Et donc, il y a toujours eu cet ADN un peu à la quinzaine d'ouverture, mais qui, malgré tout, se ferme petit à petit parce que le festival étant ce qu'il est, c'est vrai que c'est très compliqué pour des gens qui sont éloignés de la culture de pouvoir accéder aux projections. On fait des actions pendant tout le festival. Avec nous, c'est vraiment notre priorité, c'est de faire participer les personnes éloignées de la culture au festival. Donc non seulement on les invite aux projections, on leur fait rencontrer des réalisateurs, mais on met en place aussi des ateliers critiques. Voilà, on fait ce genre de choses pour que les gens qui n'ont pas accès à tout ça s'y sentent bien et soient les bienvenus et se sentent accueillis et n'ont pas l'impression que c'est pas pour eux. Ah oui, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, mais ce sont les sélections. Il y a la sélection officielle que tout le monde connaît, mais il y a aussi des sélections parallèles. Il y a la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, Un certain regard et l'Acide, qui est la sélection la plus jeune parce qu'elle date de 93. Bon, du coup, vous me connaissez, j'ai posé la même question à Karine qui est en charge des relations publiques de l'Acide pour savoir si je devenais folle ou si je devenais folle. Pour moi, l'accessibilité du festival, c'est plus une question de problématique symbolique, c'est-à-dire est-ce que symboliquement, quand on n'est pas un cinéphile pur et dur, est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on a l'impression de faire partie du public festivalier? Je suis pas certaine, j'en sais rien. J'en suis pas certaine. Je pense qu'il faut quand même
mener des actions pour dire aux gens mais en fait vous êtes les bienvenus quoi. Justement dans ce sens-là de l'accessibilité des films et de la découverte des films pour tous les publics, le dispositif des jeunes ambassadeurs c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qu'on a lancé et qui pour moi est représentatif de ce qu'on essaye de faire à la CIC, d'ouvrir nos portes à des jeunes cinéphiles ou pas, ou des jeunes qui ne connaissent rien au cinéma mais qui ont envie de découvrir des choses avec nous. Pour nous, Cannes, c'est vraiment l'endroit où on va mettre un visage sur un nom. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est génial parce que des tas de gens avec lesquels on était en contact par mail ou par téléphone d'un seul coup s'incarnent. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Merci Karine. Cannes, c'est surtout un point de rencontre grave important au-delà des films présentés. Mais pas pour le paraître ou pour la fête comme on nous le vend. C'est comme si tous les professionnels du milieu qui arrivent jamais à se croiser parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche pour des projets pouvaient enfin prendre le temps de se retrouver. Et aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ok, je vais vous raconter une anecdote un peu plus concrète qui m'est arrivée sur le festival. Preuve à l'appui en plus. Parce que je suis la Véronica Mars du cinéma et que j'ai une réputation à tenir. J'étais éreintée par la vie et surtout le rythme du festival. Mais je voulais rencontrer des gens qui étaient présents sur le marché du film. Normalement, c'est un espace réservé aux professionnels du cinéma qui viennent vendre ou acheter des films qui y sont présentés. Et il s'avère que cette année, c'était plus vide que le désert de Gobi. Donc, revenons à l'anecdote. Donc, je me suis posée dans un café sur une grande table, en face de moi, une gentille dame, avec son fils qui commence à engager la conversation très rapidement avec moi. Elle me parle de ce qu'elle fait dans la vie, de ce qu'elle fait là à Cannes, et en l'occurrence qu'elle cherche à coproduire un film en France. Et sans blague, dans les 5 minutes qui ont suivi, une autre dame est arrivée à notre table et il s'est passé ça. Et vous avez un projet de film que vous cherchez en tant que réalisatrice? Que je vous présente quelqu'un? Alors attention, je dis pas que ça se passe forcément tout le temps comme ça, mais à Cannes c'est quelque chose qui arrive et ça résume bien ce qui peut se passer dans la partie pro. Se créer plus de contacts de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va découvrir une pépite, qui veut le distribuer ou qui veut le produire, et c'est en ça aussi que le festival est super important. Mais ça on n'en parle pas, parce que ça intéresse pas les gens, c'est pas hyper glamour, ça vend rien sur le principe. Alors qu'en vrai, dans le marché du film, t'inquiète que ça vend. Ok, c'est peut-être pas assez concret ce que je vous raconte, on va prendre un exemple un peu plus palpable, genre la Palme d'Or. En réalité, de la vérité véritable, à quoi elle sert cette palme? Pourquoi tout le monde la veut? Indice, ce n'est pas qu'un très joli et très cher presse-papier. Surtout pour les gens qui font en sorte que vous puissiez voir le film en salle. En temps normal, dans le marché du film, il y a à peu près 12 000 professionnels qui viennent acheter ou vendre des films qui sont présentés en exclu au festival chaque année. Et c'est là où il y a toute une mécanique que vous ne soupçonnez pas du tout. Et quand on est vendeur, avoir un film dans son catalogue qui fait partie d'une sélection, c'est un bête de plus. Parce que ça peut faire passer sa valeur du simple au triple. Voire même donner lieu à de gros suppléments quand on y ajoute une clause de Palme d'Or. C'est-à-dire que si un film gagne la Palme d'Or, un bonus est reversé du distributeur au vendeur. Vu que techniquement avec une palme, il prend beaucoup plus de valeur. Alors je ne peux pas vous montrer le contrat, je viens de l'ouvrir à l'instant devant mes yeux. Après quelques négociations assez longues pour en obtenir un, parce que je voulais pas vous raconter n'importe quoi. Et ouais, c'est fou. Le prix de base a juste quintuplé. Voilà, sur un film à palme, du coup, c'est... Waouh, d'accord, c'est n'importe quoi, ok. Pour rappel vite fait, le rôle du distributeur, c'est de trouver des salles de cinéma pour diffuser le film. Et de ce que je vois là, avec une palme, bah vous pouvez doubler votre plan de sortie, donc le nombre de copies dans les cinémas, et le budget com qui va avec aussi. Et c'est évident que le film va faire beaucoup plus d'entrées que sans une palme. C'est une sorte de booster maximal level 100 quoi. Et plus loin que ça, le film s'inscrit dans l'histoire du cinéma et change la vie des gens qui l'ont fait, justement parce qu'il y a toute cette émulsion autour de ce que représente Cannes, que ce soit lié au cinéma ou pas. Ce qui est réellement important dans le cas du Festival de Cannes, c'est pas le festival en lui-même, c'est le rayonnement qu'il crée. Le but, c'est que le prestige du festival puisse mettre en lumière des films qui sans ça n'auraient jamais brillé aux yeux du grand public. Et c'est en ça que le festival est un moteur et rend le cinéma accessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez tenu jusque-là. Waouh! Cette vidéo a été v'là longue à faire. Il va y avoir des séquences bonus du coup sur Tipeee où ça va être beaucoup de rush de moi qui parle de mes ressentis sur place et de ce que j'ai vécu personnellement au Festival de Cannes. Merci au CNC de m'avoir invité pour pouvoir faire cette vidéo. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidée et merci à vous parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire la vidéo. Je me fais popo dessus mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a expliqué un peu le fonctionnement du Festival de Cannes même s'il y aurait encore plein de choses à dire, mais j'estime que si je vous ai éclairé sur 2-3 points sur le comment ça fonctionnait, ma mission est accomplie. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça me soutient de ouf, c'est ce qui m'aide le plus en fait à rendre mon travail visible, littéralement. Amour était sur vous.
Mon thé s'est rebellé tout seul. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah! Mon dos il s'est collé à la chaise avec la chaleur, c'était très désagréable.